un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Bon, il y a eu toutes sortes de dérapages, ces écoles juives qui ont été ciblées par des coups de feu. Il y a eu également, écoutez, cette prise de bec à Concordia, un professeur également qui d'une autre université, mais qui a participé à ça. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô? Bonjour. Êtes-vous préoccupé par la hausse de ces gestes haineux, mais surtout, est-ce que l'appel au calme, Yasmine, des politiciens sera entendu? Est-ce qu'on va assister peut-être à une désescalade de ce qui se passe, mais surtout pas une importation de ces tensions-là ici au Québec? Je l'espère honnêtement à chaque fois que je vois qu'il y a encore une expression de la haine ici là, que ce soit les écoles juives hier, il y a eu la synagogue avant-hier, il y a les messages sur Facebook du docteur Saba, il y a Adil Sharkawi, ça finit plus de finir. Puis je sais pas le monde qui pense embarquer là-dedans, ils pensent ça va mener vers où là? C'est-tu eux qui vont être capables d'instaurer la paix avec leurs mots? C'est-tu eux qui pensent que en s'insurgeant puis allant à Concordia comme ça, comme le chargé de cours, ils aident leur cause. Puis au-delà de cette cause-là, est-ce qu'on peut-tu se rappeler, tous collectivement, qu'on est tous citoyens du même pays avant d'avoir des religions ou des origines différentes? Rappelons-nous là que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois athée, t'es déjà Canadien, Québécois. On peut-tu s'assurer que les Canadiens et Québécois, peu importe leur religion, leur spiritualité, vivent dans la sécurité et la sérénité? Ouais, moi, c'est ça qui m'énerve, là, c'est qu'on oublie que ce sont nos concitoyens. C'est que ces petits haineux, là, qui sont en train de mettre des petites bûchettes, là, dans la cheminée de la haine, là, ils oublient que tu sois juif ou t'es musulman, on est tous citoyens du même pays. Puis ce pays-là, c'est un pays pacifiste. On peut débattre fort, on peut vraiment pas être d'accord. Mais on habite dans la démocratie et dans la paix, puis c'est important de le maintenir comme tel. On n'importe pas de guerre ici. Il y en a pas de guerre au Canada, puis il y en aura pas de guerre au Canada. Mais pourtant, Marc-André, c'est ce à quoi on assiste là actuellement. Oui. Non, effectivement, malheureusement, les gestes haineux, les déclarations qui sont, semble-t-il, là, sous enquête du SPVM, par exemple, là, c'est ce qu'un des hauts dirigeants disait hier, mais on ne peut pas laisser passer justement ces excès-là, des propos qui n'ont pas leur place. Là, quand c'est rendu que tu commences à tirer sur des écoles, ben là, on en est où, là? Au Québec? C'est quoi le rapport, là? Non, au Québec. Marc-André, on tire sur des écoles au Québec. Je comprenais l'indignation du ministre Drainville. C'est fou, ça n'a pas de sens. Oh, non, on tout peut à pas fait. tolérer ça. Oh, oui, c'est ça, ça n'a aucun sens. Non, on peut pas tolérer ça. Si jamais on pogne ces gens-là, là, je veux dire, ça prend pas juste une petite tape ses doigts, là. Ça prend vraiment une sanction. Ça prend une vraie sanction, là. Je veux dire, on peut pas tolérer ça parce que c'est le sentiment de sécurité, hein. Puis ici, au Québec, au Canada, c'est quelque chose que pour nous, tu sais, on envoie nos enfants à l'école, on va au supermarché, ce sentiment de sécurité, il est là. Et quand ces gens-là font ces actes-là à tirer sur une école en pleine nuit, c'est que tu veux faire peur aux gens, là. C'est que tu veux enlever ce sentiment-là de sécurité qui est cher ici au Canada. On est heureux de vivre ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment-là qu'on ne met pas en péril notre vie à chaque fois qu'on sort de notre maison, là. Et moi, ces gens-là qui veulent venir menacer cette paix-là, j'ai pas de sympathie pour eux, là. Moi non plus. Moi non plus. Ah non, mais comme Canadien, comme Québécois, là, on peut dire un instant, là, ça suffit. On n'acceptera pas ça comme société. Ben non, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il n'y en a pas de demi-mesure là-dessus. Un acte criminel est un acte criminel, puis j'ose espérer que les personnes qui vont être attrapées vont servir aussi d'exemple à tous ceux qui seraient tentés à commencer à nous faire vivre dans un climat de peur. Il n'y en a pas de climat de peur. Une école juive, là, oubliez le mot juif, c'est une école, puis c'est une école pour nous tous, là. Peu importe c'est quoi la religion, c'est nous tous qui avons le devoir de la protéger.
moi, on a besoin d'un exemple. On a besoin que les autorités démontrent auprès de quelqu'un qui tient des propos haineux, qui commet des gestes à caractère criminel ou à caractère haineux, qu'il y a des conséquences à ça. On a besoin de ça maintenant, de démontrer qu'il y a une conséquence, parce que j'ai l'impression que les petits criminels là, ils pensent que ça peut se faire sans aucune impunité. Plus que jamais là, on a besoin d'un exemple qu'il y a des conséquences à ça, et les conséquences sont sans nuance. Oui, puis là, la police et la justice, là, ils n'ont pas 10 ans devant eux, là. Parce que hier, là, au bilan, on avait Emmanuel Latraverse discutait avec le ministre Christopher Skeet, puis il disait, ben là, la justice ne va pas au même rythme que nos émotions, nos réactions. Je veux bien là, que c'est peut-être plus compliqué, c'est plus facile pour nous de dire un tel, ça n'a pas de sens. Mais là, il y a un code criminel. Puis dans notre code criminel, là, on a mis des règles. Là. Dans ces règles-là, des gestes haineux, des propos haineux, c'est non. Fait que là, ça prend pas non plus là, 28 ans à étudier, puis là, as-tu vraiment dit ça? Regarde, faites votre travail rapidement, parce qu'on n'a pas 100 ans devant nous. Là. Je veux dire, les gestes se commettent actuellement. Là. Puis ces gens-là propagent ça, ces gens-là font des manifestations. Fait qu'à un moment donné, si ça contrevient au code criminel, agissez. Là. Et pourtant, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, avait dit, écoutez, là, des propos haineux, là, on n'en tolérera pas. Ouais, mais à partir de quand on va appliquer ça? À partir de quand on va appliquer ça? Puis ça permet aussi le débat sur un autre point, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé ailleurs, par exemple. En France, on a interdit les manifestations. Yasmine, est-ce qu'on devrait interdire ça ici ou au contraire? Non. Non, Alexandre. La France a essayé d'interdire les manifestations et leur Cour suprême a cassé cette décision-là parce qu'elle était antidémocratique. Et là, c'est le moment de ne pas réagir dans l'autre extrême, là, puis de commencer à enlever des droits. Le droit de manifester est un droit qu'il faut protéger. Et c'est pas parce qu'il y a que la police fasse son travail, qu'elle enlève les éléments là qui viennent pourrir ces manifestations-là, mais il faut pas... Oubliez pas, là, les manifestations, c'est aussi un moment où le monde peut exprimer leur colère, leur indignation. On veut aussi que le monde puisse sortir, dire ce qu'il pense. On commence à enlever des manifestations, là, on commence à toucher pas mal à des droits pour quelques personnes que la justice ne fait pas son travail pour s'assurer qu'ils ne viennent pas commettre des erreurs. Là, on vient toucher aux droits de des milliers de personnes pour une minorité, puis ça, il faut pas tomber, il faut rester démocrate, là. Ça, c'est important. Ça, c'est clair. Mais Marc-André, il y a aussi le risque aussi d'embrasement, là, si on interdit ces manifestations-là, ça peut même être pire. Oh oui. Ben oui, ça va être pire, parce que pour la très, très grande majorité, peu importe là, les opinions des personnes qui sont dans la rue, ces gens-là, c'est une façon, entre guillemets, de sortir la stime, là, de sortir la vapeur. Là. J'ai une colère à la maison, je vais avec d'autres personnes qui partagent la même opinion que moi, on s'exprime, on retourne à la maison, c'est correct. Je suis d'accord avec Yasmine, il faut enlever les éléments perturbateurs. Je comprends que M. Legault, hier, il patine un petit peu, là, puis il dit toutes les options sont sur la table, mais cette option-là ne peut pas être sur la table, là, parce que il va y avoir des manifestations pareilles, là, je veux dire. Même si on disait manifestez pas sur le conflit, là, Israël, bande de Gaza, Palestine, tout ça, ne parlez pas de ça. Il y a d'autres façons que ça va s'exprimer, puis ça sera pas mieux, là. Bon, cette annonce-là a été un petit peu éclipsée par l'actualité hier, par la présence de Justin Trudeau et de François Legault à Longueuil, une annonce sur le logement, 1,8 milliard pour 8000 logements. Marc-André, c'est beau annoncer ça, là. Okay. Mais si la bureaucratie, de l'autre côté, des municipalités alourdissent le processus, là. Puis que là, les entrepreneurs, les promoteurs se mettent le doigt dans 12 travaux d'Astérix, on ne sera pas plus avancé. Ils lèveront pas de terre, les logements. Non, effectivement. Puis dans le reste du pays, Alexandre, c'est que les annonces qui sont faites là, sur le fonds d'accélération, c'est que, exemple, au mois de septembre, quand Sean Fraser puis M. Trudeau étaient à London avec leur caucus, ils ont fait une entente avec la ville directement, chose que le fédéral ne peut pas faire ici au Québec. Mais avec la ville, ça venait avec une série de conditions. C'est oui, on va investir, mais tu vas changer ton zonage, tu vas faire des permis rapidement. Fait qu'on va accélérer. C'est comme ça que le fonds s'appelle. Bon, ici au Québec, on a fait une entente asymétrique. Fait que chaque palier de gouvernement donne 900 millions, ça on le savait. Ça fait un mois qu'on le sait ou deux. C'était dans la mise à jour économique de M. Girard cette semaine.
Mais là, les deux premiers ministres, autant M. Legault, M. Trudeau, disaient hey, là, il faut que ça accélère les permis dans les villes. Mais là, les villes, mettez-leur des conditions. Là. Je sais qu'au Québec, on n'aime pas ça, puis on veut avoir du financement sans conditions, sans attache. Mais là, je veux dire, là, on a tout donné le 1,8 milliard au gouvernement du Québec. Mais là, quand le gouvernement du Québec va leur donner aux villes pour du logement, bien là, mettez des conditions, que ça aille rapidement. Là, c'est assez, les histoires, ça prend 6 mois, 18 mois, 1 an pour avoir un permis. Là. Je veux dire, là, si on veut être sérieux. Puis également, c'est le fun l'annonce d'hier, là, c'est 8 000 logements. Mais, tu sais, d'ici 2030, là, il en manque 1,2 million au Québec. Puis au rythme où on va être à 330 000. Fait des annonces à 1,8 milliard, là, ça va en prendre d'autres. Là. Fait que là, je comprends, hier, c'est pour du logement abordable, tout ça. Il y a la construction privée, mais clairement, on n'a pas le bon rythme. Là. La cadence n'est pas bonne, on s'en va dans un mur. Ben, moi, au moins, je préfère voir le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec travailler ensemble pour des dossiers comme le logement, dans le sens où il y a personne qui va pouvoir régler ce dossier-là tout seul, ni le Québec, ni le fédéral. Là. Puis plus que jamais, on a besoin qu'ils puissent travailler ensemble pour pouvoir développer rapidement avoir assez de financement pour pouvoir développer des projets. On parle beaucoup des villes, on parle beaucoup du financement, on parle du fédéral, du provincial, mais on parle peu des entreprises privées qui, elles, vont avoir la responsabilité d'aller construire brique par brique ces logements-là. Ils sont jamais dans la conversation. Or, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour dire pourquoi ça vous tente pas de construire et de partir des chantiers? C'est quoi les obstacles qui vous empêchent de soumissionner pour prendre des projets de construction de logements abordables? Qu'est-ce qu'on peut faire réellement, concrètement, pour vous convaincre à en faire plus? Et il faut comme pas partir de la conversation comme si on était gêné de parler à l'entreprise privée qu'on va payer pour construire. Mais on a besoin d'eux. Vous pouvez mettre des milliards et des milliards et des milliards sur la table, là. C'est pas vrai que ça va être l'école bleue de la ville de Montréal qui vont construire, là. Alors, il faut leur parler et déterminer avec eux c'est quoi les écueils et les obstacles qu'il faut relever pour que ces 8 000 logements qui en sont annoncés hier voient vraiment le jour, parce que c'est souvent ça, on annonce des unités, mais dans le concret, elles n'existent pas vraiment. Mais ça, t'as raison, Yasmine. Moi, j'identifie facilement 2 points là, qui ralentissent, qui mettent un frein pour les entrepreneurs. Oui, c'est vrai, il faut les écouter, mais le financement des projets est très compliqué. Là. Ouais. Si nos maisons, actuellement, nous coûtent cher d'hypothèque là, à cause du taux de la Banque du Canada, les promoteurs aussi doivent les financer, ces projets-là. Et l'autre chose, c'est la bureaucratie. Moi, j'ai en tête un cas là, qui m'avait marqué à Montréal, puis ça avait fait le tour des médias, il me semble que c'était dans la presse au début. C'est cet entrepreneur qui, ça a pris des mois et des mois et des mois, 10 versions de plans pour un 4 logements. À Montréal, pas une tour de 18 étages, un 4 logements. Là, tu te dis, hey, ça suffit, là. La folie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, Marc-André, tellement que c'est lourd. Non, mais c'est comme ça depuis toujours. Moi, quand j'habitais à Gatineau à l'été 2020, j'ai un dégât d'eau. Mais tu sais, dégât d'eau, ça prend une grosse rénovation, quand même assez majeure. Ben, ça prend un permis de la ville. Puis là, la madame, elle me chicane parce que j'ai pas appelé avant, tu sais, parce que ça va être long de me donner un permis de construction. Mais je veux dire, madame, le dégât d'eau, là, je l'ai pas souhaité, là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu, cette année, c'est ça aussi. Non, mais là, pourquoi vous avez pas appelé avant? Mais parce qu'avant ça, mon tuyau de toilette, il avait pas brisé, madame, là. Tu sais, là, tu te fais répondre des affaires comme ça. Fait que moi, je suis un petit citoyen qui rénove sa maison, là. Fait qu'imagine la personne là, qui veut construire, là, un édifice avec plusieurs logements. J'ose pas imaginer la paperasse, puis les discussions, puis là, j'ai pas rempli le formulaire. Ben... Non, mais un entrepreneur en construction, il se réveille le matin, il prend son café, il ouvre sa boîte à outils, il met son marteau, il met son tournevis, puis il met sa patience, là, parce qu'il a besoin de sa patience comme outil de travail pour aller travailler. C'est comme, tu peux pas travailler sans patience, tu peux pas travailler sans marteau, là, tu sais, même affaire. Puis 2 Tylenol pour le mal de tête qui parle avec la fonctionnaire. Ah, ça, c'est sûr. Oh oui, prends-en 3. Le tramway. Bon, on a vu le maire Marchand, la mine déconfite. Là, c'est pas évident pour lui. C'est quand même tout un revers. Là. C'est Québec qui prend le ballon avec la caisse de dépôt qui a 6 mois pour revenir là, avec un projet qui fait du sens, ou en tout cas une étude. Et là, une déclaration choc du ministre fédéral, Jean-Yves Duclos, qui parle même d'une tentative de sabotage de la part de la CAQ. Marc-André, est-ce qu'il va trop loin? Oui. M. Duclos, hier, là, il est allé fort sur la cassonade. Là, c'est le sabotage.
ma communauté. Ben, c'est parce que sa communauté, là, il voulait pas le tramway. Là. Fait qu'à un moment donné, là, faut se comprendre. Là. M. Trudeau, lui, était plus tempéré. C'est sûr que quand François Legault à tes côtés, là, il était comme plus ses lignes tata, mais Jean-Yves Duclos, il a pas reçu, là, il a pas reçu les lignes de presse là, du bureau du premier ministre le matin. Mais M. Duclos, ça fait 10 jours qu'il dit n'importe quoi. Il dit on est là à financer, puis on va financer, ça coûte 8 milliards, 10 milliards. Mais moi, quand il a dit ça, j'ai appelé au bureau du premier ministre à Ottawa. J'ai dit ouais, vous êtes prêts à payer? Non, on attend les documents. Non, on attend le projet. Non, on attend les coûts. Non, on a des questions. Fait tu sais, M. Duclos, là, il en beurre un faible, le saboté. Il va en avoir un projet de transport en commun. Là, on verra si tu la caisse, si c'est une nouvelle agence de transport. Il va en avoir un. Fait que là, le sabotage, on va se calmer les nerfs. Il est pas bon, le ministre Duclos, quand il veut se montrer fâché. Hein? À plusieurs reprises, lorsqu'on voit que il veut montrer fâché, on dirait que c'est contre nature. Fait que ça sort tout croche. Puis j'ai l'impression que c'est à peu près ça qu'on a vu. Là, c'est que c'est sorti tout croche. Je pense que lui, personnellement, il est déçu que le projet du tramway soit déplugué. Mais au-delà de lui, personnellement, lui est représentant d'un gouvernement. Puis ce gouvernement-là, le premier ministre était avec l'autre premier ministre. Fait que rien qu'une question de timing, là, il aurait dû se garder une petite gêne hier, là, pas dire qu'il y a eu du sabotage alors que son boss est avec le premier ministre du Québec, là. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est pas quelque chose qu'on lui a mis dans la bouche, c'est quelque chose dans laquelle il s'est lui-même enfargé, parce que tu dis pas ça quand tu sais que les deux premiers ministres vont être ensemble. Ça, peut-être qu'il le pense dans son salon, mais M. Duclos, ce que vous pensez dans votre salon, gardez-le dans votre salon. Ouais. Mais dans le fond, M. Duclos, Alexandre, il n'a pas lu les lignes de presse puis il n'a pas regardé l'horaire du premier ministre. Là. Non, clairement. Sinon, il aurait compris que... Non, clairement. Un des sujets incontournables de la semaine, ça a été les révélations du bureau d'enquête puis de l'émission JE à l'Office de consultation publique de Montréal. Des voyages à la pelletée avec des retombées très douteuses, des repas au restaurant, du mobilier très coûteux. Et là, il y a eu des explications là, de la part de la gouverneure générale, je veux dire de la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Isabelle Beaulieu. Et ça a inspiré notre réalisateur Jean-François pour la chanson de la semaine qui s'appelle « Ben voyons donc » de Binette. Binette. Ah oui, non. Il n'y en a pas de règles. Ah oui, non. Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai continué. On fait des relations internationales, n'oubliez pas. Des relations, internationales. Ça me rappelle l'eau chaude. L'eau chaude, j'allais le dire. L'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. J'espère que vous aurez de l'eau chaude chez vous. Merci, Yasmine, Marc-André. Au revoir.